Dans quelques minutes, je reçois Balogi au micro de Déshabillez-vous. Je l'attends dans un lobby d'hôtel à Bruxelles, entre deux rendez-vous. Ça a été quand même assez difficile de caler justement ce rendez-vous avec son emploi du temps, avec toute son actu. Et je suis vraiment contente. Et j'espère vraiment que cette discussion abordera des questions. Durant cette discussion, qu'on abordera des sujets qui n'ont pas encore été abordés dans les multiples interviews filmées, enregistrées, écrites avec lui, de lui. Voilà. Bonne écoute. S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Balogi. Bonjour Balogi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt, ouais. Bonsoir. Bonsoir plutôt. J'ai réussi enfin à te mettre le grappin dessus. Non mais il faut être deux pour, tu vois. C'est donc vrai, c'est cool, c'est vrai. je suis content. C'est On y vrai est. que tu as mis du tien. On y est. Tu as mis du tien. J'ai une chouette anecdote à raconter dans quelques temps. Tu Ok, vois, d'accord. en disant, mais comment est-ce que ça se fait que tu as réussi à discuter avec Balogi? Tu vois, non, je pourrais faut pas raconter dire cette ça. histoire. Ouais, faut pas dire ça. Je vais commencer comme je commence habituellement tous mes épisodes, c'est-à-dire que j'énumère simplement les choses que je sais de toi. Soit tu laisses ça là, soit tu rajoutes des trucs, soit on passe, on continue. D'accord. C'est vraiment une discussion. D'accord. Pour moi, en fait, je n'ai pas eu différents points. D'habitude, j'ai genre 4 ou 5 points. Je dis ouais, voilà. Là, pour toi, j'ai carrément une phrase qui est sortie. Ah, ok. Donc pour moi, tu es un couteau suisse créatif avec comme compétences l'écriture, la musique, le stylisme, la direction artistique et la réalisation. Ouais, ça me va. C'est toujours difficile de se définir en fait. C'est toujours un peu. C'est vrai. Surtout quand on est un couteau suisse. Je sais pas si je me considère comme un couteau suisse, je me considère comme quelqu'un qui a un rapport hyper ludique à la création. Et c'est avant tout un jeu. Et donc l'idée décide le médium, l'idée décide, pour rester dans le langage vestimentaire, décide du canevas. Et à partir de là, on développe en fonction. Donc ça devient des fois un film, ça devient des fois un opéra ou une pièce de théâtre ou une pièce de vêtements ou ça doit raconter une histoire avant tout. En fait, t'es un conteur, quoi. Je crois avant toute chose, ouais. J'ai mis 2 phrases qui m'ont capté aujourd'hui et on va commencer par là. On est ce que l'on porte et on porte ce que l'on est. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah. Mais cette phrase, je l'ai traduite. Elle est en anglais, normalement. On est ce que l'on porte et l'on porte ce que l'on est. C'est de Michael Moore, ouais. De la chanson Wings. Ah, c'est pas mal. Bah, je suis d'accord avec ça et en même temps, je pense que je peux être... Il y a un côté représentation avec le vêtement ou affirmation de soi et en même temps, et je trouve qu'il y a... C'est marrant parce que la mode revient toujours au streetwear. Je crois que même... Mais même, tu vois, j'ai une autre phrase que j'ai chopée de ta période streetwear et qui pour moi aussi est... Enfin, je voudrais savoir ce que t'en penses. Et je suis le monde est imparfait. Ta vie, est-ce que t'en fais? Mais tu sais que je suis très... Pour chaque cause, en effet. Tu sais que je suis très streetwear. Mais ça dépend comment est-ce que tu qualifies le streetwear. Alors... Ben, dans mon day-to-day, je suis vraiment streetwear. Mais en fait, c'est des codes culturels. J'ai vu les tontons au quartier, tu vois, surtout les rebeux, qui portaient le training avec des Sebago. Tu vois cet élément spécifique. Ouais, ça, c'est vraiment un marqueur culturel et que tu te dis, bruxellois, non? Ouais, mais il y a ça partout. À Liège, il y a ça. Enfin, moi, j'ai grandi à Liège et je les ai vus faire ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce style? Et en fait, à un moment, t'arrives à porter des mocassins et à te rendre compte que c'est aussi confortable. Et du coup, t'associes tes mocassins avec ton training. Sauf que tu le vois pas comme un élément de mode, tu le vois dans la continuité de ce que tu connais du quartier et de ce que tu es. Parce que je suis de la culture de quartier. Je suis de la culture congolaise, la culture de quartier, avec effectivement des influences marocaines, enfin du nord de l'Afrique, de l'est de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, les influences belges, les influences et même belges, c'est même, on doit être plus spécifique, les influences anversoises, avec toute cette tendance de la mode, avec le tissu ample qui est
avant tout une mode confortable. Et de découvrir des modes aujourd'hui, je pense à une marque comme The Raw, tu vois, de ces deux sœurs là, qui est basée sur un luxe qui n'est pas direct, qui ne se voit pas directement, un vêtement qui pourrait paraître presque quelconque en fait. Ouais, c'était vraiment elles qui ont, enfin moi en tout cas j'ai découvert le quiet luxury, tu vois. Ouais, c'est le quiet luxury. J'osais pas dire le terme. À travers elles. Et à l'époque, ça ne s'appelait pas vraiment comme ça parce qu'il n'y avait pas d'articles comme il y en a aujourd'hui. Ouais, ça se disait pas comme ça. Mais donc comme tu dis, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand tu t'approches et que tu vois les finitions, la matière. Tu sais. Là, tu sais que. Tu sais. Mais d'apparence, ça pourrait paraître comme un vêtement anodin, j'ai presque envie de dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, si je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, t'es passé du baggy et du j'y suis toujours. Du bob. Le truc, c'est que j'y suis toujours. Là, je vais faire une collab avec ma marque préférée que je pouvais pas me payer il y a, je vais te dire une vérité, il y a encore 5 ans. C'est quoi? 5, qui est la marque Pata. J'aime cette marque depuis que je suis gamin. Sauf que leur histoire est folle. Ils fêtent cette année leur 20e édition. Et je les ai invités à Amsterdam pour une projo du film. Quand le film était pas encore fini, j'aurais dit, vous avez une influence sur ma culture en fait. Ouais, il y a 1 an et demi. On a fait la post-production à Amsterdam, donc je les ai invités. Mais un truc con quoi, j'ai juste fait un DM. Puis ils ont envoyé un gars de la team Créa. Puis ils ont fait une 2e session et une 3e session avec G, qui est le fondateur, qui est finalement venu le voir avec sa femme et ses enfants. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, t'as contacté ces gens-là, cette marque-là? Parce que c'est une marque hyper importante pour moi, et c'est une marque que je porte hyper souvent. Donc tu vois, c'est pas comme si j'étais passé à autre chose, c'est juste qu'à des moments je peux mettre autre chose, mais dans mon quotidien, je trouve qu'une marque comme Pata est une marque super importante. Elle a eu une résurgence il y a quelques années à cause de cette phrase de Virgil Abloh, We have to support black business. Et il faut soutenir les marques qui appartiennent à des créateurs noirs. Et c'est pas de racialiser le propos ou quoi que ce soit, hein. C'est pas que ça. Pas du tout comme ça. Et je trouvais que c'était hyper important en fait de le faire. Il faut les soutenir parce qu'en fait, les communautés noires, on est les premiers à lancer des tendances, très souvent dans la mode, et les premiers à se lasser. C'est même le parallèle peut se faire dans la musique, c'est-à-dire un artiste comme Rimka, il a la même fanbase 15 ans après. Un artiste de trap, il a une durée de vie de 3 ans. Parce que l'audience, elle change, et on se lasse très vite. Mais quoi, c'est devenu comme ça? Et je pense, c'est culturel, c'est une façon d'appréhender quelque chose qui est d'une consommation rapide, de vite se lasser des choses, ce qui est un défaut, hein. Et ce que d'autres cultures n'ont pas. Je sais pas, les Américains mettent du Ralph Lauren depuis toujours et ça reste un truc, un marqueur. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Culturel. Parce que même culturellement, il y a quand même des trucs qu'on garde, tu vois. Par exemple, la Sebago, tu la gardes quand même. C'est pas les quinfs. Ah, tu fais vraiment une distinction? Ouais, c'est pour ça que j'utilisais la comparaison avec Rimka, avec les artistes marocains. Ok, donc il y a vraiment une différence. Ah, il y a vraiment une énorme distinction. Ah, c'est fou, j'avais jamais fait attention à ça. Et toutes les marques de streetwear black owned disparaissent après 3 ans. Ou tu vois, même des marques comme Arte aujourd'hui qui fonctionnent, tu sais que ça va disparaître d'une certaine manière. Tu sais déjà tu te souviens Echo, tu te souviens il y a eu énormément de marques. Et donc à partir du moment où elles sont portées par d'autres communautés, la communauté noire ne les porte plus et donc ces marques disparaissent. Et elles créent autre chose. Et où elles disparaissent, vraiment, c'est un marché très particulier. Et donc toi, tu glisses aussi comme ça? Tu skips aussi comme ça? De 3 en 3? Non, j'aime bien rester... j'aime bien ce que les tontons ils faisaient, quoi. À Bressou, à Liège, ils gardent leur Sebago. Et j'ai quelques éléments du vestiaire que j'ai façon Gainsbourg, quoi. J'ai plusieurs pièces, plusieurs exemplaires, quoi. Ouais. Ça, c'est quand t'as déjà atteint un level affectif, je crois, avec... Comment est-ce que tu peux jouer avec une pièce? Qu'est-ce qu'elle t'apporte comme une satisfaction? Comment elle te permet de construire quelque chose? J'ai l'impression que ça, tu dis, ok, ça raconte une histoire que je vais raconter souvent et longtemps. Donc, j'ai besoin de plusieurs exemplaires. Je connais au moins 50 mecs du quartier qui ont Air Max 80. Ils l'ont, je sais pas combien d'exemplaires. Tu en t'en connais aussi, non, quand même? Non, j'en connais pas tellement. Moi, j'ai ça aujourd'hui avec la Vans. Et j'ai ça aujourd'hui avec certains types de mocassins. Je rachète toujours la même. Et ça devient ma chaussure de everyday. Ah ouais. En fait, le truc, c'est pas que j'ai pas ça. Je crois que comme c'est une notion que tu viens juste de
de déposer comme ça dans mon univers, Ouais. tu vois, réflexif, et je me dis, mais moi je fais pas ça, mais en fait si, je fais ça. Les chaussures confortables. C'est quoi tes chaussures confortables? Alors, l'été, moi c'est ce que j'ai aujourd'hui au pied, c'est les Birkenstock. Birkenstock. Donc les trucs, il y a 10 Exemple ans, parfait. il y a 10 ans, je riais quand je voyais des gens qui portaient des trucs pareils. J'ai découvert le confort. Et alors en hiver, confort aussi, mais tu sais, quand tu es en tournage par exemple, ou, c'est les Crocs. Avec des chaussettes. J'adore. Enfin, tu vois. Et j'ai commencé à en porter il y a peut-être 4 ans. Personne n'en portait. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde porte des Crocs. Ouais, c'est devenu un peu mainstream. Et pour les chaussures plus habillées, on va dire, c'est les Doc Martens. Doc Martens. Ah, tu vois, Doc Martens. Très bon exemple. Et les mocassins. Là, je suis en train de tester différentes marques pour les qualités de cuir. Parce que tu vois, en fonction des qualités de cuir, la manière dont ça se plie et puis le confort. Donc oui, en fait, t'as raison, je crois. On a tous des marqueurs comme ça, qui deviennent your best buddy, tu vois. Et en fait, ça raconte des trucs sur nous finalement. Ouais. Je trouve que Gainsbourg est problématique, extrêmement problématique. Mais j'ai été voir le musée familial, machin, et tu vois, il y a beaucoup de pièces en fait dans la maison. Il y a beaucoup de pièces de son vestiaire qui sont toutes les mêmes. Okay. Et je trouve que ça raconte des choses énormes, sur hyper intéressantes. Ouais, à fond. Mais donc, alors, ce que tu es en train de construire, tu vois, visuellement, quand on voit Bonne Fille, c'est deux choses différentes, ouais. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est une question que je me suis posée il y a quelques temps, justement avec le lancement du podcast. Parce qu'il y a une volonté derrière de construire quelque chose qui soit plus public. La question s'est posée de cet alter ego que l'on construit ou pas quand on est une personnalité publique. Alors, à différents niveaux. Ok. Et c'est que quand tu te présentes au monde de manière publique, est-ce qu'il y a une nécessité de construire une sorte de personnage pour répondre à une attente, répondre à une demande, pour susciter un certain intérêt, ou alors pour se protéger tout simplement, peut-être tout en même temps? T'as l'impression que j'ai créé un alter ego? Je te pose la question, hein. Je crois pas que ce soit un alter ego parce que j'ai fait mon taf de stalkeuse, tu vois, sur internet. Et j'ai discuté avec toi brièvement la dernière fois. J'ai pas l'impression qu'il y a la construction d'un alter ego comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment comme un aspect schizophrénique d'un individu. Sûr, ouais. Mais il y a quand même un marqueur graphique, tu vois, esthétique que t'as construit. Ok. Dans lequel il y a des éléments qui existent depuis très très longtemps. Par exemple, tes bagues. C'est des bagues que tu portais déjà quand t'as tourné ton premier film. Même Peau de chagrin, ouais. J'adore cette. Alors, faut que je te dise, j'ai regardé les 5 films. C'est cool. Bleu de nuit. Et elles sont dedans, ouais. Elles sont dedans. Et moi, je m'étais dit. Et je porte une robe. Dans Peau de chagrin. Ouais, déjà. Donc ça veut dire qu'en fait je porte une robe. Ah oui, donc ça veut dire donc tu me posais tu me dis ça en me disant que en fait t'as pas construit quelque chose, ça s'est fait avec le temps. Ouais, ça s'est fait. En fait, je mélange un truc du vestiaire masculin que j'aime beaucoup. J'ai grandi dans un quartier à Liège avec une grosse communauté marocaine et une grosse communauté turque, et je trouve c'est fascinant les vêtements des mariages, et ils ont tu vois, que tu mets sur le ventre, tu vois, pour les costumes. La ceinture de smoking. J'ai oublié comment ça s'appelle maintenant. Et je suis fasciné par cet élément du vestiaire masculin. Qui est particulier, qui en même temps cache le ventre, en même temps est une ceinture et permet de faire une scission entre le haut et le bas. Enfin, je trouve il y a un truc très graphique dans cet élément. Voilà. Et je trouve c'est plissé, ça raconte un truc génial. Et je suis fasciné par ça. J'ai plein de petits, tu vas voir, on va parler, j'ai 250 fascinations. Je n'ai que ça, que des fascinations. Mais en fait, donc je me suis dit que j'allais faire un personnage masculin pour le haut du corps et féminin pour le bas du corps. Donc tu l'as intellectualisé quand même. Qui est séparé par cette fameuse ceinture. Donc tu l'as quand même intellectualisé. Tu t'es dit à un moment donné, je veux mixer les deux parce que j'aime les deux. Non, parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que raconte la chanson. Donc la chanson raconte des promesses rompues d'un couple et donc d'un partenaire qui attend sa femme, en fait, devant l'autel de mariage. Ce qui n'arrive jamais. Et donc l'imaginaire fait que du coup, il imagine que les deux fusionnent, qu'il est les deux, vu qu'il l'attend et qu'elle ne vient jamais. Il se dit, je vais me marier à moi-même, par extension. Donc c'est vers ça que c'est parti le truc. Tu mets de la poésie dans tout. J'essaye. Tu essayes? Non, mais c'est ce que tu fais. Ouais, j'essaye. Tu le fais parce vraiment. Parce que la vie est triste, en fait. La réalité un peu, un peu moche, ouais. La réalité un petit peu moche, c'est vrai. Mais ouais, c'est tous des éléments qui étaient déjà là.
Tu vois, j'ai rencontré pas mal de mecs de la scène londonienne vers 2014-2015, dont Elliot Harris, qui est un Jamaïcain, et l'influence des Jamaïcains sur la mode a des ramifications qu'on sous-estime à tous les étages. Je pense que quelqu'un comme Grace Wallace Bonner ou Paul Smith doivent énormément à la scène jamaïcaine de Londres. Et lui fait partie de ces stylistes qui ont vraiment mixé en fait ça avec l'élégance anglaise. Ok, je connais pas, j'irai voir. Et donc ils ont commencé et des tas de mouvements sont créés, dont Art Come First, oui, avec les chapeaux et le mélange du perfecto, les bijoux, le pantalon court, très anglais, très skinhead en fait. Skinhead, la vraie identité skinhead. Oui, il y a des comment est-ce qu'on dit des ramifications, des codes, qui sont les mêmes mais qui sont utilisés autrement. Que la façon dont ils sont portés raconte autre chose. Comme porter un Lacoste pour raconter des choses totalement différentes. Ouais. Et surtout aujourd'hui, je trouve, avec Lacoste en particulier, mais c'est vrai que... Et donc j'ai rencontré ces mecs et ils étaient à fond dans les chapeaux. Et j'ai commencé à mettre des chapeaux avec eux. J'ai acheté un chapeau, un deuxième, puis j'ai rencontré des gars avec qui je travaille toujours aujourd'hui et on ne fait qu'aller de plus en plus loin dans notre proposition. Les mecs qui s'appellent Super Duper Head, c'est des mecs de Firenze. Je regarde tout, je sais d'où vient tout ce que tu parles. Les mecs sont super en fait. C'est une religion pour eux le chapeau. Et je trouve ça génial, tu vois. Cette passion, cette attention aux détails du chapeau, où ça devient un objet qui est plus qu'un couvre-chef, c'est vraiment un choix, tu vois, un statement. Et donc quand tu commences à rentrer là-dedans, le chapeau devient une extension de toi. Donc, je suis pas le premier, je serai pas le dernier à mettre des chapeaux, mais du coup, ça devient une extension et du coup, ça donne l'impression de créer une silhouette. Et moi, je le vis pas comme ça, je le vis comme une continuité, en fait. Ouais. Il y a poésie et fidélité. Tu vois, il y a une espèce de fidélité comme ça, mais pas une fidélité au sens du devoir, tu vois. Derrière le mot fidélité, moi, j'entends un petit peu du devoir, mais ce que je perçois quand tu me parles des différents créateurs, parce qu'en fait j'ai même pas envie de dire des marques, parce qu'en fait c'est pas les marques, c'est les créateurs qui t'attirent, qui m'intéressent. Voilà. Ouais. Qui a une forme de mariage comme ça, tu vois. De mariage. Non, mais je respecte le créatif au plus haut point, quoi. J'ai vraiment une fascination. Et puis, enfin, tu vois, on est dans cet hôtel-ci parce que je connais Lionel Jadot. Je l'ai pas dit, on est au Mix Hotel. Au Mix Hotel, à Watermal. À Watermal Boisfort à Bruxelles, qui est un ancien bâtiment qui appartenait à l'armée, je crois. Ouais, qui a été belge. Voilà, qui a été réhabilité et qui est un bijou de design. Du design, ouais. Et la déco a été confiée à un architecte bruxellois que j'ai rencontré il y a pas très longtemps. S'appelle Lionel Jadot, qui a un bureau d'architecture et qui est en même temps un artiste créatif, qui est un artiste sculpteur, créateur, qui est spécialisé dans des objets de récup. Et il a à Zaventem, il a réuni dans un espace une trentaine d'artistes, dont 5 ou 6 que j'ai trouvés, mais juste des virtuoses, quoi. Et que j'ai bossé, dont Ben Storm, avec qui j'ai fait des masques des enfants dans mon film, des masques en cuivre. J'ai fait un court-métrage il y a pas très longtemps avec un collectif qui s'appelle Chris, qui font des tapisseries, qui sont fabuleuses et qui sont ici un peu partout. C'est deux nanas. Deux nanas, ouais. Elles avaient commencé il y a très longtemps avec la mode. Ouais, et qui viennent de la mode et tout doucement. Elles se sont... Ouais. Fait des et je trouve c'est intéressant, tu vois, de créer des passerelles, des ponts, d'être une espèce de médium entre plusieurs créatifs, de s'entraider en fait. Ce que tu es en train d'expliquer là me fait penser à deux choses. Une première que tu as dite sur une interview, tu disais que tu aimais les choses avec les coutures apparentes. Tu vois, parce que la couture, c'est la limite, tu vois, des pièces. Et en même temps, ce que tu es en train de dire là, c'est que tu aimes quand les frontières, elles sont... Flou, poreuses. Et qu'elles nous permettent de passer, quand on est créatif, quand on est couteau suisse, de passer d'un endroit à un autre, au gré des rencontres. Et donc que ça enrichit finalement la création. T'as un propos, on a tous un truc, il y a une phrase qui me vient. Bon, j'ai une mémoire mais exécrable. On ne peut plus exécrable. Mais je retiens, tu sais, les idées, les trucs. Et j'ai lu quelque part, il y a déjà un moment que on a tous genre un clou dans notre vie. Et on va frapper dessus. Et c'est ce clou-là. On passe notre vie à taper dessus, tu vois. Et donc, on est soi-même le clou qui dépasse. Ou on est soi-même le clou.
tu vois. Et donc c'est l'obsession. Tu vois, tu parlais de fascination et d'obsession. Je suis très obsessionnel, totalement. Tu vois, et qu'en fait tu agglomères, j'ai l'impression. Tu vas chercher puis t'agglomères. Ah ouais, c'est incroyable comme C'est vrai? Ouais. comme tu excites mon imagination visuelle, tu vois. Mais est-ce que je te connais pas, mais je me dis, tu viens des quartiers comme moi, et du coup tu peux sur une journée passer de tellement de cultures. Tu peux passer des épices indiens à des Angolais, leur culture. Tu peux passer à des Roumains, des Kurdes, des Géorgiens. Le travail que tu fais et celui que moi je fais m'a amené aussi effectivement à fréquenter des gens qui venaient de partout, qui avaient des codes différents. En fait. J'ai donné cours à des femmes migrantes en insertion socio-professionnelle pendant quelques années. C'était incroyable d'une année à l'autre, en fonction des vagues migratoires, comment les classes étaient constituées. Et donc en fait, il y avait à chaque fois un cadre culturel qui était très différent. Et donc ça permet justement cette capacité d'adaptation. Ça porte un nom d'ailleurs. Je sais, je ne connais pas. Mais je trouve ça intéressant en fait, et on porte ça en nous en fait. Comme de la même manière dans le hip-hop, t'as ta discipline principale, mais t'as une espèce d'obligation morale de savoir ou de maîtriser de façon holistique les autres disciplines. Ouais. Comme une espèce de prolongement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas juste, moi je suis rappeur. Bah non, tu dois aussi faire du graphe, tu dois aussi faire des tags, tu dois aussi faire du breakdance, tu dois aussi être DJ. Tu dois connaître. Tu dois savoir. Ouais. Ça fait partie d'un tout. Chacun sa spécialisation. Et il y en a qui passent de l'un à l'autre. Donc du coup, effectivement, quand je suis dans des industries comme le cinéma qui sont hyper cloisonnantes, ben c'est une anomalie. C'est genre, what the fuck, c'est genre, ils comprennent pas. Parce que pour eux, le réalisateur est en haut de la pyramide et le réalisateur n'est pas il est pas styliste. Ne fait pas de DA, ne fait pas de costume. C'est le penseur, c'est l'esprit suprême, machin. Et puis il vient pas du rap. Merci pour cette transition. Comment t'es arrivé là? Comment est-ce que c'est quelle frontière poreuse que t'as passé à un moment donné pour te retrouver dans le cinéma? Parce que j'ai regardé un petit peu. T'as joué d'abord comme comédien. Ouais. Si je me trompe pas, ton premier rôle au cinéma c'était Bullhead en 2011. Ouais. Avec Matthias Schoenaert. Ouais. Et donc mais Matthias Schoenaert, il vient du graffiti. Donc je le connais en tant que tagger, moi. Il était liégeois. Il est anversois. Okay. Mais c'est toute la scène du graffiti, tu vois. Donc c'est les premiers mecs, quoi. Après, j'ai le sentiment avec les dates que j'ai trouvé que t'as traversé une frontière poreuse à un moment donné. Et puis après, tu les as fait de nouveau fusionner. Parce qu'en fait, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, t'as été autant comédien que réalisateur. Dans les films d'autres et dans tes films à toi. Ah oui. 2017, How Camels Become Lions. Ouais. 2019, film incroyable, Binti. Avec ta fille. Avec ma fille. Dans laquelle, l'histoire, le personnage, je sais pas si c'était voulu, mais c'est un peu ton histoire. Ah non, c'était pas voulu, non. C'était pas voulu. Moi, je suis pas comédienne, mais je me dis que quand tu dois jouer un rôle, ben c'est comme quand t'endosses le vêtement de quelqu'un d'autre. Par contre, quand tu dois jouer quelque chose que t'as déjà vécu et qui est un petit peu traumatisant. Ce qui était le cas pour Binti. À quel moment t'as fait peut-être fusionner, ou peut-être c'est comme pour les fringues, tout ce que tu m'as raconté juste avant, qu'en fait les choses se sont faites de manière totalement fluide et qu'en fait déjà tu racontais des histoires en musique. Et le truc en fait, c'est que j'ai je regarde pas trop mon parcours rétroactivement. Mais je sais que j'ai eu un gros gap de vide. J'ai eu quelques années où en fait la mère de ma fille était, nous étions dans une structure familiale à salaire unique pour faire ça façon blédard. Ok. Donc moi j'étais papa à la maison. C'est peut-être pour ça que je suis proche de ma fille. Donc c'est pas passage à vide. Entre 4 et 8 où j'étais vraiment le daron, quoi. C'est moi qui prenais la charge mentale, quoi. Vraiment, du quotidien, de la maison, tout ça. Puis ma carrière, ça piétinait. Puis le cinéma, c'était hyper compliqué de rentrer dedans. C'était l'enfer. Mais tu voulais rentrer dedans. Ouais, T'avais une volonté de... Ouais, j'ai pas arrêté. Sauf qu'ils en voulaient pas. Ils voulaient pas de tes histoires? Ils voulaient pas de gens qui ne soient pas du sérail. Et des gens, quand t'es défini comme rappeur,
c'est en dessous de musicien, quoi. Tu vois, tu n'as rien à faire dans ce monde-là, qui est un monde d'érudition, de savoir, de machin, de technicien, tu vois, qui est vraiment réservé à une caste. Et je le comprends aujourd'hui, vu que c'est un sport de riche, en fait. C'est un sport qui coûte cher, en fait, dans sa fabrication. Ou de la même manière que faire une collection de vêtements coûte atrocement cher. Donc ce sont des métiers qui, du coup, vu la façon dont ils se fabriquent, limitent l'accès, en fait. C'est pour ça que je crois qu'il y a énormément de femmes à l'école de cinéma et très peu de réalisatrices, parce qu'en fait, quand elles sortent de l'école, elles sont rattrapées par les obligations de la vie, et je connais personne qui va dire, tu sais quoi, je vais mettre 4 ans de ma vie, je vais pas gagner de salaire, je vais bosser pour faire un film. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il commence à y en avoir, tu vois. Ouais, mais on t'a été confronté à une réalité financière qui est je vois pas comment tu peux t'en extraire, quoi. C'est compliqué. Et c'est ça qui fait que c'est les gens qui sont de bonne famille, que les gens du cinéma m'excusent, mais c'est pour ça qu'ils ont accès à ça. C'est vraiment simpliste, mais je crois très sincèrement à ça. Parce que, je sais pas, si tu gagnes 30 000 € en tant que réal pour faire un film, c'est bien. Mais 30 000 € sur 4 ans, c'est rien. Ouais, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc si tu peux te permettre de faire ça, c'est que c'est vraiment, Et alors j'ai beaucoup entendu quand t'as présenté ton film officiellement en Belgique, que tu disais que t'avais fermé la porte pour les aides à la production, qui sont déjà extrêmement difficiles et compliquées à obtenir de manière basique. Je suis vraiment impressionnée. Cet adjectif-là va te paraître étrange, mais je suis fière aussi, tu vois, alors qu'on se connaît pas et que, tu vois, j'ai jamais bossé avec toi. J'ai failli d'ailleurs. J'ai oublié de te dire ça, que tu sois parvenu à offrir des choses, à nous raconter des histoires qui sont construites, tu vois, entièrement construites. Je veux dire, t'as pas fait l'économie de la lumière, t'as pas fait l'économie en tout cas, si c'est le cas, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Tu vois, t'as pas fait d'économie de costumes, t'as pas fait d'économie de décor. J'ai vraiment le sentiment que tout est judicieusement calculé, cousu. Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà, comme on est dans le champ sémantique du vêtement, que vraiment tu as cousu les pièces, que t'es venu faire un patchwork, mais pas un patchwork punk à chien, tu vois. T'as fait un joli patchwork. Qui fait du patchwork Marine Serre. Marine Serre. Tu vois, j'adore Marine Serre d'ailleurs. Tu vois, du patchwork Marine Serre. Donc on récup, on est dans l'air du temps, on est conscient politiquement de ce qui se passe, mais en même temps on a des contraintes. Donc j'imagine que ça a eu un impact aussi sur l'esthétique, tu vois, que y a des... Elle était voulue, mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment voulu que les coutures soient apparentes en fait. Je pense que c'est le fil rouge de mon travail, c'est accepter en fait la fragilité de l'édifice en fait, et qu'on voit de loin, t'as l'impression que c'est une belle construction, et quand tu t'en rapproches, tu te rends compte que c'est juste fait de petits éléments de facile en fait. Je sais pas, j'ai fait des séquences photos, sessions photos où on avait juste un matelas qu'on avait percé au milieu et ça devient un cadre. Mais ça coûte rien, c'est juste basé sur l'idée, et ça donne l'impression au premier regard que c'est autre chose que ça. Ce n'est qu'un matelas. J'ai l'impression que la contrainte crée la... Ouais, bien sûr. Les contraintes stimulent un peu la créativité. C'est vraiment pour moi le cadre de la création en fait. C'est vraiment de créer son univers dans un cadre restreint. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de construire en fait. Enfin, t'as souvent utilisé ce terme dans des interviews, le terme de soft power. De quelle manière? Et je l'ai utilisé dans quel contexte? J'ai récupéré ce mot-là qui m'a interpellé parce que tu l'as utilisé à plusieurs endroits. Ouais, merci de finir mes phrases. Que le cinéma a été une forme de soft power. Et donc, en fait, c'est la création, c'est être créatif, c'est être artiste qui te permet de parler de sujets qui sont éminemment politiques. Ouais. Comme le blanchiment de la peau, la désillusion de l'immigration, du sud vers le nord. Vers le nord, ouais. Le patriarcat, le féminisme, la colonisation, la dictature, enfin tous ces sujets-là, comme on dit au tout début, le monde est triste, quoi. Le monde est triste. Tu vois. Mais au travers de tes 5 films, je ne dis même pas clips parce que même s'ils sont tous rattachés à la musique. À la musique d'une manière ou d'une autre, ouais. Effectivement, c'est vraiment des films. Parce qu'au début, avant de commencer mes recherches, je me dis ouais, mais c'est des clips un peu longs, quoi. C'est parce qu'en fait, je voulais pas faire un objet clip.
Et en même temps, je voulais que la musique fasse partie intégrante de la narration. Je voulais faire un objet hybride. Et ça pouvait pas être considéré comme un clip parce qu'il n'y a pas de face caméra. Donc, ça passait pas. Ah, ok. C'était pas C'est ça considéré qui comme fait un la clip parce différence. que au niveau du timing, au-delà de 4 minutes ou 6 maximum, Ok. c'est indiffusable. Donc c'est devenu un espèce d'objet hybride. Et je me suis dit que c'était intéressant plutôt que de faire un court-métrage qui serait vu par 500 personnes en fait. Et qui nécessite le même déploiement de temps, d'énergie, de moyens, surtout quand tu tournes à l'étranger, au Congo. Enfin, tu vois, ça implique des ressources, des mises en place, etc. Comme moi, je produis la majorité des cours moi-même, ben, t'as un rapport à l'objet qui est pas celui d'un anti, en fait, qui est pas celui pour qui on lui a dit qu'il avait ce budget et qu'il allait faire ce film. Enfin, là, je viens de faire un film qui s'appelle Infinite Trolling. Ça m'a coûté 25 000 €, quoi, tu vois, c'est factuellement, quoi. Et donc quoi, tu bosses, t'as de l'argent qui Je rentre le mets et tu réinjectes. et je le réinjecte. Et donc, du coup, t'as pas le même rapport à l'œuvre qu'un autre, en fait. C'est viscéral. Ça Donc, raconte pas la même chose. Là, littéralement, ce sont tes bébés, quoi. Ouais, c'est littéralement, enfin, tu vois. Et je te dis ça parce que mon chef-op, là, il m'a dit, ah ouais, moi, c'est 25 minutes, c'est ce que je mets pour la maison. C'est la garantie bancaire. Et je l'ai regardé, j'ai fait, ah ouais. Et vraiment, il m'a scotché, quoi. Ça m'a habité pendant des longues semaines et je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être, ce qui fait l'artiste, c'est peut-être d'être foncièrement, profondément naïf, en fait. Enfin, tu vois, il y a une espèce de candeur, truc un peu de... Ouais, c'est pas de la naïveté, je pense que c'est plus ouais, je crois. enfantin, quoi. Ouais, c'est quelque chose de candide. Je trouve Ouais. que la candeur, elle est plus descriptive dans ce rapport à ce qu'on peut créer, ce qu'on peut produire, dans le simple but de le partager. De le partager. Ouais. Parce que finalement, c'est ça, en fait, quand tu l'as fait, C'était que ça. c'est juste pour le partager, tu vois, c'est juste pour que d'autres gens le regardent, Et en l'écoutent. plus, l'objet est chelou, quoi, tu vois, parce que sur le modèle d'un TikTok ou d'une story Instagram, donc c'est toutes des séquences qui ne sont narrativement pas liées les unes aux autres, donc ça crée un objet complètement Génial. chelou. Génial. Je pense que je dois avoir 1 ou 2 jours par mois où je me dis, mais pourquoi tu fais ça, mec? Écoute, je suis pas voyante, j'ai pas de boule de cristal devant moi, j'ai juste mon micro avec sa bonnette rouge. Et franchement, je pense que tu vas te dire ça jusqu'au bout. Tu vas te dire ça jusqu'au bout. À moins que tu arrives à créer un village, une société, Est-ce que où il y a que des gueudins comme toi. Des gens qui se disent, ok, mais tant que j'ai une maison, un endroit où je peux dormir, que je mange, que parfois les gens m'invitent, tout ça, ben pourquoi est-ce que je vais mettre 25 000 balles dans une maison? Ben non, je vais faire un film, je vais faire un morceau, je vais créer une collection, je vais faire un truc, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Je le fais comme si ma vie en dépendait, hein. Enfin, c'est même, là, je suis en train d'essayer de harceler les mecs de Komono. Je fais une collab avec eux en 2016 de lunettes en malachite. Sauf que ça n'a pas du tout marché, quoi. Tu l'as refait aujourd'hui, ça explose. Je sais pas, j'aimerais bien, tu vois, mais les mecs, ça leur a coûté une blinde. C'était une espèce de catastrophe industrielle, comme ça. Et j'ai bossé dessus, mais pendant 1 an, quoi. Et donc c'est ça, c'est un peu cette espèce de folie de faire des projets sans savoir et juste de le faire pour l'amour de l'art. Sauf que bon, je viens pas j'ai pas de compte d'épargne, quoi. Ça, Pour faire simple. ça me fait penser le rapport au temps. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis de faire des choses à chaque fois comme si ta vie en dépendait, sans savoir où ça va aller, ou en imaginant vaguement, Ouais. tu vois, mais toujours cette question du temps. Tu vois, comment est-ce qu'on fait? Pour gérer son temps. Ouais, parce que le temps passe, tu vois. Écrire, ça prend du temps. Tu vois, construire des projets, surtout quand tu les embrasses comme ça et que ça devient... Enfin, tu vois, ils sont en toi, en fait. Tu vois, comme tu disais, c'est viscéral. Donc, tout le temps où ton projet mature, où ton projet... t'es en gestation, quoi. Ce temps de la gestation, comment est-ce que tu le gères psychologiquement? Cette question n'a absolument rien à voir avec le podcast, parce qu'on n'est pas dans un podcast psy, mais parce que c'est vraiment... Je trouve que dans tout ce que tu as dit là, je trouve que le plus difficile, c'est pas d'y mettre du temps, c'est pas d'être dedans tout le temps, c'est pas le fait de se sentir un peu ovni, tu vois. Je trouve que dans tout ce que tu as dit là, le seul endroit où je me dis, mais là où ça déconne avec le monde qui nous entoure et comment il fonctionne, c'est le temps. Alors que tu as produit des trucs dans un laps de temps quand même assez restreint. Ou alors, c'était en gestation pendant des années, et puis c'est juste que comme tu as compris à un moment donné comment ça fonctionnait, et puis que tu connaissais les bonnes personnes, parce que Non. tu vois,
que les choses se sont enchaînées d'une certaine manière entre 2018 et 2000 et maintenant. Et aujourd'hui, ouais, Tu vois? les choses s'enchaînent, ouais. J'espère que elles vont continuer à s'enchaîner. Est-ce que tu te poses la question du temps? Est-ce que parfois tu te sens acculé, tu vois, par Par le manque de temps? Ouais, par le manque de temps, parce que j'imagine que dans ton cerveau ça s'arrête jamais. Ouais, je crois que dans ton cerveau ça s'arrête jamais, et que le sourire que tu viens de me faire, pour moi c'est un oui. C'est que les projets se bousculent et que tu dois pousser les murs, tu vois, dans ta tête pour dire ok, toi tu restes là, attends, je suis occupé là, et puis t'essayes peut-être, tu vois, de créer un puzzle temporel qui se tienne un peu et que tu arrives à gérer émotionnellement. C'est marrant, j'ai fait une interview il y a pas très longtemps, un Q&A, et la meuf du Q&A m'a dit, toi quand tu vas dans un musée, je suis sûr que tu restes pas plus d'une demi-heure. Et c'est vrai? Et j'ai dit, mais comment tu sais? Je ne reste pas plus d'une demi-heure. Allez, maximum 1 heure. Et j'ai besoin de prendre les informations très vite, en fait. Et je processe par après. Pour moi, le rapport à la création, il est... Ouais, j'ai toujours ce tatouage qui m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. C'est travailler avec le sérieux d'un enfant qui s'amuse. Et donc, il y a le côté ludique de la création, qui est que l'imagination prend le lead, en fait, décide. Et à côté de ça, une énorme discipline, en fait. Une rigueur au travail qui est... tu peux pas t'en défaire, en fait. Tu l'as toujours eu, ça? Je l'ai de plus en plus. C'est ça qui est horrible. Tu l'as de plus en plus? Ah, je l'ai de plus en plus. Mais en fait, c'est quoi? Je l'ai appris de la mère de ma fille. Ok. Parce que moi, quand j'étais à la maison, elle bossait 8 heures par jour. Ouais. Et que je vivais dans une culture, on avait un côté, ouais, les artistes, faut les laisser créer, tu sais pas quand ça vient, l'imagination. Ouais. Cette image d'Épinal de l'artiste qui est juste un mensonge, mais un mensonge qui a La peau dure. la peau dure, quoi, parce que tout le monde l'entretient. Mais or qu'en fait, c'est juste un muscle, la création, la créativité, il faut justement le travailler au quotidien, en fait. Et donc, à un moment, j'ai commencé à travailler tous les jours. Mais genre 8 heures par jour. Et j'ai beaucoup appris en lisant des podcasts spécialisés sur la littérature, sur comment travailler les auteurs. Parce que les auteurs ont ce rapport à la création qui est obsessionnel, d'une bulle, où rien d'autre n'existe. Ouais. Ou un créateur de mode, par rapport au calendrier qui est complètement démentiel, qui l'est de plus en plus, mais maintenant ils sont des grosses équipes. Il y a ce truc de... Je suis dans le tunnel, je vais sortir 42 silhouettes pour janvier, 42 silhouettes pour juin, 42 silhouettes, et ainsi de suite. Et ça demande une concentration folle. Et en même temps, il faut s'aérer l'esprit, il faut rester actif, il faut... La discipline, il faut continuer à avoir... Mais il faut être discipliné et ne pas se donner de limite. Enfin, moi, le moment où je me suis dit, je vais faire 4 albums, un par personnage de mon film. Ouais, je vais le faire. Allez, ouais, je vais le faire. On y va. Ça m'a pris 1 an et demi, quoi. Mais nuit et jour, quoi. Ce qui est absurde. Non, c'est pas absurde, c'est carrément génial, en fait. C'est carrément génial. Et ton tatouage, il explique tout, en fait. Tu vois, c'est absurde en même temps, hein. C'est un peu... Mais la vie n'est-elle pas absurde, Balogie? On est pour mourir. Ouais, bien sûr, mais je veux dire... Ouais, t'es né, tu connais la fin. Mm-hmm. C'est quand même absurde. Et alors, il y en a qui se font chier quand même entre les deux, tu vois. Ouais. Bon, sans transition. Ok, sans transition. Parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Donc, t'as fait le stylisme, la DA, sur tous tes films. Tous mes films. Ouais. Et alors, j'ai appris un truc. Je suis sûre que personne ne sait. C'est quoi la synesthésie? La synesthésie, c'est l'association de sons avec des couleurs. C'est une petite maladie sensorielle qui fait que chaque note que l'on entend, on l'associe à une couleur. Chaque émotion que l'on traverse, on l'associe à une couleur. Tu connais un grand auteur classique qui avait ça aussi? Ah non? J'ai oublié son nom, c'est pour ça que je te posais la question avec un sourire pour faire genre... Non, je connais pas. Mais je sais qu'il y a plusieurs artistes qui ont ça, plusieurs auteurs, et que moi je travaille exclusivement sur cet axe-là. Tu l'as toujours su? Ben en fait, je ne savais pas, j'étais irrité, j'étais psychologiquement dérangé par des choses, et je ne savais pas à l'origine. Et donc c'est un pote apprenti médecin qui me l'a dit, que c'était peut-être ça, et qu'il fallait que je fasse des tests. Et donc t'as fait des tests? Donc j'ai fait des tests. Quand j'ai pris ça, te concernant... il y a tout le temps des couleurs. J'ai regardé. Alors, dis-moi si je me trompe. Je vais les citer, les 5. Non, je vais citer 4. Ok. Bleu de nuit, c'est bleu et vert. Yes. Avec une pointe de rouge à un moment donné. Ouais, mais je trouve que le bleu est une couleur fascinante, quoi. Parce que c'est la flamme
La flamme est bleue, c'est ce qui est fou. Et en même temps, c'est le bleu est lié à l'idée d'une couleur froide, une couleur douce, apaisante. Et j'aime bien que c'est une couleur qui joue extrêmement sur les contrastes. Et qu'en même temps, qu'il y ait le bleu, le blues, la tristesse. Et Plein d'analogies. Il y a plein d'analogies avec le bleu. C'est une couleur... waouh. Dans Kanyamacho, c'est le jaune. Ouais, jaune. Ah mais c'est vraiment la matière du film. Ouais. C'est la matière. Ouais, c'est la matière. Bah, c'est la matière, en fait, ça vient d'un truc très bête. Pour moi, c'était le dénominateur commun des drapeaux congolais, africains. Il y a énormément de jaune. Et j'ai construit autour de ça. Autour de la couleur. Autour de la couleur jaune. Et puis du après, drapeau. la musique, tu l'as... Et j'ai fait tout pour que ce soit en cohésion avec Que toi, tu vois du jaune quand tu fais du jaune partout. Waouh. Donc c'est absurde, mais c'était ça qu'on a Quel fait. exercice. Waouh. C'est absurde. Dans Zombie, Avec jaune, à nouveau. jaune aussi. Ouais. Aussi beaucoup de jaune. Dès le départ. Dès le départ. Dès le Totalement départ. assumé du jaune, ouais. C'est parce que c'est la tonalité du morceau que j'associe à la couleur jaune. La vivacité du jaune. C'est quelque chose que quelqu'un qui n'est pas synesthésique peut comprendre, ou c'est quelque chose qui est propre à chaque... Je pense à chaque synesthète Ouais. a une sensibilité différente. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec les analyses de couleurs qu'on peut faire. Non, tu rien sais, à voir. C'est vraiment purement toi et ton psyché. Et alors, Never Look at the Sun, le violet. Violet, totalement, ouais. J'ai trouvé que dans ce film-là, je sais pas expliquer. Quand je vois une œuvre, que ce soit parfois un vêtement, parfois c'est un tableau, un objet, il y a des sentiments, des émotions, mais que je suis incapable d'expliquer. J'ai pas les mots, j'ai pas le Mais vocabulaire. c'est ça qui est beau. Tu vois. C'est ça. Et là, il y a quelque chose de doux, quelque chose de fort, d'extrêmement féminin. Mais je travaille beaucoup sur la féminité, hein, mais énormément. Et là, je suis en train d'écrire un scénario, il n'y a que des personnages féminins. Ça vient d'où ça? Est-ce que tu t'es posé la question, ou encore une fois, c'est comme pour tout le reste, c'est des frontières poreuses et tu passes... Oh, ça vient de plein de choses, mais ça vient surtout d'avoir blessé une des personnes qui m'aimait le plus au monde sans m'en rendre compte en fait. Qui était ma marâtre, qui est décédée aujourd'hui, et c'est une femme extraordinaire. Et je pense qu'elle a fait un truc assez fou, c'est d'accepter l'enfant d'une autre sous son foyer et dire vas-y rentre, c'est bon. Et Effectivement, elle t'aime pas comme son propre enfant. T'auras jamais la même affection, mais t'auras quand même de l'affection. Et malgré ça, je lui ai causé du tort. Et vraiment, son pardon est, je trouve, la chose la plus extraordinaire que la vie m'ait donnée. Elle t'a pardonné? Ouais. Et tu lui as fait du mal volontairement? Mais qu'importe, je lui ai fait du mal. Je lui ai causé du tort et ça m'a beaucoup travaillé. Du coup, ça m'a travaillé sur la résilience des femmes noires, sur l'intersectionnalité par rapport aux femmes noires, puis de rajouter ça à un prisme qui est également celui de la charge raciale, qui est lié au profilage physionomique, qui est porté sur certaines femmes noires, et que ça faisait beaucoup d'injonctions contraires et beaucoup d'assignations auxquelles elles étaient confrontées. Et ce qui devenait intéressant, c'est que en tant qu'homme noir, je suis également confronté à énormément de stigmatisation, mais que malgré ça, j'arrive en tant qu'homme noir, à avoir un rapport de privilégié à côté d'une femme noire. Et là, je te jure que quand tu prends conscience de ça, je trouve que c'est violent, en fait. Je me fais beaucoup insulter sur les réseaux parce que je porte des robes ou des trucs et je me dis à chaque fois, les gars, il faudrait vraiment qu'on porte tous la robe, en fait. Ouais, c'est ce que t'as dit quand le jour où on s'est rencontrés à Anvers. Ouais. Tu as dit que tu continuerais à porter des robes tant que ce sera un sujet problématique. Que ce sera problématique, mais aussi juste pour que nous, hommes racisés, pour reprendre ce terme que je déteste, soyons conscients que même nous étant dans une place subalterne dans cette société, nous avons quand même un privilège par rapport à nos sœurs. Et c'est important de se rendre compte, en fait. Et puis, c'est de nouveau, on revient à ce qu'on disait au tout début, on revient de nouveau dans ces considérations de codes, ouais. De codes sociaux, et qui sont pas forcément les nôtres, finalement. Totalement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans mes films. Donc, t'es en train d'écrire ton prochain film. J'ai hâte. Je suis vraiment comme ça, j'ai hâte. J'ai pas une culture cinématographique dingue, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais. C'est comment est-ce que on a envie de dire quelque chose, raconter quelque chose, et puis on va chercher les éléments qui sont à notre portée, et puis on tient pas compte du
du canevas de base qui est imposé. Ça va être compliqué à faire. Hein. Et il est ambitieux. Je travaille dessus déjà depuis très longtemps. Mais là, j'avais besoin de m'immerger à 100% dedans et sortir des distractions. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de distractions, en fait, dans nos métiers. Et il y a moyen de se disperser très facilement. T'étais au front row de Louis Vuitton. Ouais. Et Pharrell a dit ça. Il a dit ça? On l'a interviewé et on lui a demandé comment est-ce qu'il faisait, parce qu'il s'est installé à Paris. Et on lui a demandé, mais comment est-ce que vous faites pour faire l'ADA de cette énorme maison historique, de sortir des dingueries comme ça, à chaque fois, de continuer à faire de la musique pour vous, de la musique pour les autres, d'être un père de famille présent, qui disait, est-ce que vous voyez vos enfants? Oui, il les voit. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est, il faut juste éliminer les distractions. Il a tenu exactement le même propos. C'est vrai? Pardon, je t'ai interrompu parce que... Voilà. Non, mais génial. Donc ouais, il y a beaucoup... J'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. Enfin, le rencontrer, oui, mais vraiment de parler avec lui, non. J'aimerais bien lui montrer mon film et lui présenter mon travail. Un DM? Ouais, je sais pas s'il est très DM. Bon, mais il faudrait que j'essaye. Mais vu que je connais les équipes, on est dessus. Ok. On va essayer de faire ça. Parce que je connaissais Virgil, en fait. Ok. Et Virgil, il a changé ma vie. C'est lui qui m'a écrit, c'est lui qui m'a contacté. Yo, I saw your shit online, bam, c'est génial, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse un film, on y va. Et de parler avec lui et de voir, en fait, et il m'a vraiment motivé, c'est 2018, en 2019. Et le Covid est arrivé, et ces problèmes de santé ont enchaîné juste après, et on avait un film en prépa, qui ne s'est jamais fait. Je rêve de pouvoir faire ce film un jour. Et donc on était dans cette phase-là, et on échangeait, et j'étais fasciné comment son esprit fonctionnait en fait. Comment il passait d'un projet à l'autre. Comment tu passes d'un projet d'architecture au Ghana, comment tu passes à une collection Louis Vuitton, homme, machin, à ta collection Off-White, perso, et le skateboard, et le machin, et faire 2 DJ sets, un machin, et ouvrir un resto à Chicago. Et j'étais fasciné par ce mec. Et en même temps, qui est d'une générosité folle, qui partage les trucs, qui poste, qui échange, qui écoute, qui regarde ce que les autres font. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais vraiment, j'ai trouvé ce type extraordinaire, quoi. Vraiment, à son décès, j'étais bouleversé, quoi. Tu te positionnes un peu sans l'avoir. En fait, il m'a dit que ça fait partie des gens qui me disent que tu peux le faire. Et tu l'entends. Ouais, qui disent tu peux le faire. Parce qu'en fait, en Belgique, ils m'ont jamais dit que j'avais du talent. Et il fallait que ce soit quelqu'un comme ça qui me dise, c'est quoi, c'est vraiment bien. Et je me souviens, à ce moment-là, j'avais fait Zombie, ça m'avait coûté 25 000 €. Et il y a un site belge qui l'a reposté sur leurs réseaux sociaux. Et n'importe qui sait encoder un minimum, ça prend 2 minutes pour encoder une vidéo et copier une bio, et tu le postes, et c'est un post qui prend pas de temps. Il y en a un qui l'a fait. Donc c'était l'indifférence générale. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et à ce moment-là, c'est bien de se rendre compte que le monde est vaste, qu'il faut sortir de notre petite, de notre microscope belge, et en fait que c'est large, quoi. Qu'il y a des tas de perspectives, qu'il y a des tas de regards, et du coup on a commencé à l'envoyer à des réseaux de cinéma et à des gens comme Virgil. Donc ça veut dire que t'es beaucoup plus confiant maintenant. Non, je doute. J'ai l'air d'être un mec confiant. Non, non, mais je veux dire... tu... C'est l'incarnation du doute. Mais tu te dis pas maintenant que c'est possible? Peut-être plus qu'il y a 6 ans. Pas forcément parce que quelqu'un t'a dit que c'était possible et que tu pouvais le faire, mais aussi par l'effort que toi t'as fourni, par le travail que t'as fourni et par le résultat que tu vois toi-même. J'adore plein de mecs dans le foot et tout, et qui après 3 ans, ils courent plus du tout. Parce que l'après-midi, tu vas visiter les 5 cuisines potentielles pour ta maison, tu vas regarder des voitures machin, tu vas faire ta vie devient une succession d'engagements et de rendez-vous et d'obligations, et le temps que tu consacres à ton art se réduit de plus en plus, quoi. Et c'est pour ça que je viens ici. Vraiment c'est pour ça que je suis chiant à avoir, c'est juste que je veux fermer la porte, fermer le volet. Ou sinon, on ne fait que ça. Et il y a moyen d'être invité à la soirée l'officielle le mercredi, la soirée machin le jeudi, la soirée truc le vendredi, rencontrer des gens cool, coucher avec quelqu'un différent tous les 2 soirs, et ne faire que ça.
et finalement tu n'avances pas. Tu n'avances plus. Et il y a moyen de vite mourir, quoi. Tu vas pas mourir vite. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On est nombreux dans ce Ouais. truc, et même quand je suis au truc de Louis Vuitton, je trouve ça incroyable et tout, je suis ravi d'être là. Mais tu penses, Mais en même temps, je pense quand même, je pense au mec qui est là depuis 20 ans. Et je me dis, ah ouais, toi, c'est toi qui as tout compris. Je pense pas à la superstar, Camélia machin, qui est la sensation de l'année, ou le joueur de foot qui est la sensation de l'année, et qui l'année prochaine sera plus là. Mais c'est intéressant de s'en rendre compte, de se dire, attention. c'est, comment est-ce qu'on dit, course de fond. Ouais, c'est une course de fond. Pas Ouais. un sprint. Pas un sprint, était de passage dans ce genre de structure. Ce sera intéressant si on se voit dans 5 ans et je serai encore au défilé. Et là, Prends tu rendez-vous. pourras dire, ah, mec, pas mal, bien, ouais. On va prendre rendez-vous, Ballot, dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Et on va voir moi aussi si je suis toujours Ouais, dans c'est la course des fonds. intéressant. Ouais. Bon, on va clôturer tout doucement. Je fais un truc que je fais un peu à chaque épisode et ça me permet un peu de jouer après comme un enfant. Je te montrerai ce que je vais en faire. Je fais un portrait en vêtements. Si t'étais une chemise, tu vois, tu serais quel genre de chemise? Si t'étais une veste, Ok, moi j'ai envie de partir de ce que je vois de toi. Ok. Mais après, si t'as envie de rajouter des trucs, n'hésite pas. Alors, si Chemise. t'étais une chemise, ouais. Chemise Colmao. Quelle couleur? Quelle matière? Ah, très classique, blanche. Ah, j'aime beaucoup les chemises bleues, mais je trouve que c'est moyennement en classe avec la transpiration, c'est pas ça. Ah oui. Ouais. Tout de suite, on voit. C'est un peu compliqué. Mais ouais, blanche, Colmao, et hyper important, c'est aussi lié à l'histoire du Congo, en fait, parce que le Congo était en opposition avec la Belgique Ouais. et la culture européenne, donc ils seront rapprochés de la culture chinoise et russe, qui portaient des Colmao. Mais tu m'apprends quelque chose, ça. Donc c'était fascinant qu'ils aient fait ça, en fait. Ok. Bah, une veste. Tu serais quel genre de veste? Ah, Tu as une porté veste. plein de vestes différentes, épaulées, pas épaulées, souples, Une hyper. veste de costume, tu Ouais, ouais. dis? Croisée, droite, 2 boutons, 4 Double boutons. breast. Et épaules courtes. Il y a un effet visuel qui te Ouais, parce particulier. qu'elle affine la silhouette. C'est toujours bien d'affiner la silhouette. Il mesure déjà 4 mètres, il va encore s'affiner. Non, tu vois, elle donne un truc intéressant à la silhouette que j'aime beaucoup. Quelle couleur? Ah, la couleur. Ah. En tout cas, pas du noir. Parce qu'il y a une austérité qui est liée à ça. Et puis, du coup, ça devient un vêtement de fonction. Je dirais Bordeaux, peut-être. J'aime bien Bordeaux, les vestes Bordeaux, c'est beau. Il y a une émotion que tu lis au Bordeaux? Il y a un truc, une sensation particulière de confort? Ouais, et puis c'est lié au confort, lié au burgundy, tu vois, le Ouais. bourbon, le velours. Voilà, il y a un Tu truc comme l'associes ça. aussi aux matières. Ouais. quoi. Ok. Ouais, et ça, sans que ce soit en velours, hein, parce Ouais, que je trouve une veste en velours c'est un peu trop chargé. Mais quoi que j'aime bien. Je dis ça et en fait j'adore le velours. Mais ouais. Si t'étais un bas, donc un bas, tu vois, donc tu choisis. Je sais ce que je sais pas, j'imagine que tu vas. Ah ouais, sans hésitation un Hakama. C'est un kama. C'est le pantalon japonais qui est tellement évasé qu'on dirait une robe. Ah oui, j'en ai eu. J'aime beaucoup le Avec la jambe Hakama. vraiment comme ça. Ouais. J'adore le Hakama. Je trouve que c'est une Ça s'appelle pièce. comment? Akama? Le Hakama, Ok. ouais. Et c'est vraiment dans la tradition Yohji Yamamoto, comme des garçons, Kenzo. D'ailleurs, Kenzo avec Nigo, ils le remettent dans la collection. Ils l'ont remis il y a 4 ans. Et du coup, toutes les maisons ont réhabilité ce qu'ils appellent la jupe pour hommes. Ouais. Ce qui est en fait une variation du Hakama. Ouais. Ok. Qui est partout, chez Dior, qui était partout. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Genre ça, c'est les fringues que tu porterais. Si tu devais choisir que ça et porter que ça toute ta vie, ce serait ça? Alors, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait les chaussures sur mesure? Un chausseur. Ah merde, j'ai oublié le mot. Putain, en plus, j'ai une pote qui fait ça. C'est pas chausseur? Non, j'ai oublié. Et je rêve de faire ça. En Italie? Avec le moule de ton pied en bois, tout ça? Ouais, J'ai jamais fait. Et j'aimerais beaucoup faire ça. Et tu ferais quel genre de chaussures? Ouais, des mocassins. Mocassin? Je trouve que les chaussures doivent pas prendre trop de place, en fait. Tu vois, en fait, ça se discute, hein, tu vois. Bah ouais, ça se discute parce que une personne avec qui j'ai enregistré un épisode il y a quelques semaines, elle, au contraire, la chaussure est Centrale. centrale dans sa tenue. Après,
elle mesure pas 4 mètres comme toi. Au contraire. Tu C'est vois. peut-être pour ça. Voilà. Tout dépend tu vois, de comment est-ce que tu construis. On en revient toujours à ça. Moi, les chaussures, j'aime bien même carrément mettre des Vans dégueulasses. C'est quoi? C'est là que tu mets ta provocation? C'est là que tu mets Une partie, ouais. Mais là, apparemment, je reçois des provocations pour mon vernis à ongles. Hein. Je me fais insulter tous les 2 jours en disant que je fais de la sorcellerie avec mon vernis à ongles. Tu vois, ils vont très loin. Mais j'aime bien tous les détails, j'aime bien tout ce qui est accessoire, en fait. Tout ce qui est bijoux, tout ce qui est sac à main. Malheureusement, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je lisais un article cet après-midi à propos des sacs à main, justement, des sacs de luxe qui sont vraiment un marqueur social, enfin, qui ont toujours été, enfin, très longtemps été un marqueur social par excellence, et que Balenciaga, avec son défilé où il a fait des sacs en papier mais en cuir, c'était le comble du snobisme, parce qu'en fait, les gens, qui va acheter un sac qui coûte plusieurs milliers d'euros, qui ressemble à un sac en papier, si ce n'est ceux qui n'ont plus du tout de notion de l'argent, tu vois. C'est la provoque, hein. Tu vois, ouais, c'est ça. Il y avait vraiment C'est Demna dans la provoque absolue. Du sac Lidl. Ouais, c'est ça aussi. Ok, donc le mocassin. Ok. Est-ce que tu aurais un couvre-chef? Bien sûr, un chapeau de super duper hat, large brim, je sais pas comment on dit, bord, un bord large, un haut échancré, qui donne une forme de M comme ça. Tu deviens un peu spécialiste quand t'aimes bien un élément, j'imagine. Parce que comme t'as dit que t'étais... Moi, j'aime bien être spécialiste de tout et de rien en même temps. Donc dès qu'il y a un truc... Mais en même temps, je trouve que c'est problématique, hein. En fait, comme j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai rencontré un jour un musicien qui m'a dit « Ouais, c'est pas grave, tu sais ce que tu fais? Lis le journal tous les jours. » Et vu que je suis con, et il m'a dit « Lis Le Monde tous les jours ou lis B. » Parce que le reste, c'est de la merde. Lis ça. Il s'appelle, qui est décédé, il s'appelle Marc Moulin, compositeur belge, légendaire, de jazz, il fait 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Vraiment, une sommité. Et j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Et je me suis d'abord intéressé à la politique, puis j'ai commencé à regarder les pages culture, et là, c'est une source inépuisable de contenu et donc je suis intéressé à 1000 choses. On peut parler de danse, on peut parler de ballet, on peut parler d'opéra, on peut parler de culture, de peinture, tout me fascine en fait. Tu vas aller regarder Turandot? Rien à voir. Ah, j'y étais hier. T'as été? Oh, je suis très super. Mais il y a plus de place, c'est ça? Ouais, c'est impossible. Non, c'est juste... Et les costumes, Turandot. Ouais. Ça, peut-être qu'on aura une conversation après sur la thématique et la manière dont elle a été amenée, mais les costumes, Christophe Coppens a fait avec évidemment les gens d'atelier, parce que c'est eux qui matérialisent. Et c'est lui qui donne la direction. Mais putain, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, je l'ai vu que en photo. C'est extraordinaire. Christophe est un virtuose. C'est une... Ouais. Mais vraiment, je dis ça en toute... C'est vraiment... Moi, il fait partie des gens qui m'inspirent au plus haut point. Moi, j'étais très triste quand il avait son atelier. Eh ben, j'ai essayé de le rencontrer il y a très longtemps, parce qu'il avait un atelier à Bruxelles, rue Dansart. Il y avait une place, il y a un terrain de basket là, et c'est devenu un restaurant café. Il avait un énorme endroit où il travaillait, et quand il a arrêté de faire de la mode, avant de partir en Asie, j'ai acheté 2 petits foulards en soie. J'avais pas de sous, et j'ai acheté 2 petits foulards en soie que j'ai encore. Un qui avait un nœud, enfin, je voyais la construction, et tu sais, ça n'a l'air de rien, c'est de la soie un peu chiffonnée comme ça, et donc ça fait bien 15 ans. Et tu vois, et à chaque fois que je retombe sur dans cette grande boîte où j'ai plein de foulards. Ouais, tes foulards. Tu vois, quand je ressors, pourtant je ne le connais pas, enfin, tu vois, et à chaque fois, j'y vois quelque chose de différent. Je sais pas comment on est arrivé à Turandot et au costume. Ouais, parce qu'on parlait d'art en général, et ouais, j'étais voir Turandot hier soir, et j'ai les larmes aux yeux. Mais je peux avoir les larmes aux yeux de voir une vidéo de Kendrick Lamar qui chante They're Not Like Us à LA devant une salle pleine, et je trouve qu'il y a une énergie de street culture que je trouve d'une puissance extraordinaire, quoi. T'aimes les créatifs, en fait. Et voilà. Et je ne mets pas de hiérarchie entre les deux, quoi. Mais vraiment, ils sont équivalents, quoi. Kendrick et Christophe Coppens. C'est trop bien. Putain, tu fais des ponts, mais de malade, quoi.
Et c'est vraiment, je te donne, parce que j'ai vraiment, t'as vu le concert, enfin, ce truc c'était partout sur les réseaux de Kendrick, qui a fait un concert à LA. Non, j'ai pas vu. Faut que tu regardes. Non, j'ai pas vu. C'est hyper puissant. Et il fait cette chanson 5 fois, et il y a une espèce de, Je vais regarder, ouais. je sais pas, il y a un truc, Il dit quelque chose. je sais pas, il y a une énergie, tu sens, il y a un élan de vie, quoi. Et ça, c'est génial avec la culture jeune, en fait. Et lui ne l'étend plus totalement, mais quand même, il arrive à transcender l'énergie d'un moment à travers une chanson et même 3 petits mots, tu vois. Enfin, waouh, j'adore. Il y a quelqu'un dans ma tête qui vient de me dire un truc. Il y en a plusieurs. Hein. Ah d'accord. Et là, d'habitude, pendant le podcast, je leur dis de fermer leur gueule. Mais Ok. voilà, là, il m'a dit, tu fais partie des rares personnes, j'aimerais bien être dans leur tête un petit moment. Quand tu t'emmerderais, tu te dirais. Non, tu te dirais, Non, il non. est fou, lui. Non, quelqu'un qui... Non, je pense pas. Absolument pas. Je suis convaincu que non. Tout ce que t'as évoqué là aujourd'hui, c'est... Tu sais quoi, je viens de faire 2 jours et demi où j'étais en galère d'écriture. Genre, j'ai écrit 4 scènes, quoi, même pas une page. Ouais. Et du coup, j'étais un peu en mode culpabilité, genre, oh putain de merde, je suis ici et tout, et je suis censé bosser, y a rien qui sort, je fous de la merde et tout. J'étais un peu, genre, fond du trou. Et là, je dîne et tout, j'avais un dîner, j'ai annulé mon dîner. Tu vois, j'étais pas annulé, j'ai annulé mon dîner. Merci. Genre, je râlais et tout, je fais, ah putain, ça va pas, fais chier, j'y arrive pas, ça coince. Ouais. Puis je commence à regarder un truc que je mange, tout seul dans ma chambre et tout. Puis je commence à regarder un truc et Bam. je fais, mais c'est ça? Et là, j'ai écrit jusqu'à ce qu'on se voit, quoi. Jusqu'à ce qu'on se revoit. J'ai trouvé le truc, quoi. Et j'aime bien cette sensation de 3 jours où t'es en galère. Et t'as une porte qui s'ouvre. Et tout d'un coup, waouh, c'était ça, en fait. Mais t'as j'ai- dit ça tout à l'heure, hein, t'as dit, hein, t'as besoin de processer. Ouais, mais chercher des solutions, en fait. Et mais c'est ça qui est bien dans nos métiers, c'est qu'il y a tout le temps des problèmes et tout le temps, il faut chercher une solution. Ouais. Il n'y a que des problèmes du matin au soir. Ouais. Il n'y a que ça. Et donc ton truc, c'est de toujours rester concentré pour se dire, ça va aller, on va trouver une solution. Rester focus et en même temps trouver une solution et pas sombrer dans le mais pourquoi je fais ça? Bon, un peu quand même, Mais qu'une fois par mois. mais que 2 jours par mois. Bon, je vais te poser la dernière question, comme ça je sais que j'ai mon petit contenu. Si tu devais réécrire dans le dictionnaire la définition du vêtement. Fabrique censée recouvrir le corps ou une partie du corps. Ok. C'est bon, c'est ta définition. Je sais pas, je l'ai inventé. J'espère que cet épisode avec Balogiste t'a plu et que tu as pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Mais envoie-moi tes commentaires, dis-moi ce que t'en as pensé et viens me follow sur Instagram. Et laisse-moi des étoiles aussi, ça c'est sympa les étoiles. Allez, des bises. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV, déshabillez-vous.